In the beginning there was Jack, and Jack had a groove. In the beginning there was Jack, and Jack had a groove. And from this groove came the grooves of all grooves. And house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house. C'était du bonheur, c'était la teuf, je me suis trop éclaté, c'est là où j'ai passé mes meilleurs moments. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, let there be house. And house music was born. Let there be house. C'est 7 jours, mais ça enlève 6 ans, quoi, donc voilà. Quoi. C'est un peu difficile pour moi, en fait, là et là. And you see, no one man owns house, because house music is a universal language spoken, understood by all. You see, house is a feeling that no one can understand really unless you're deep into the vibe of house. C'est magique pour plusieurs choses. Les gens qui sont là déjà créent cette magie et viennent pour le DJ, et le DJ crée la magie aussi. This is our house and our house music. On pourrait être à Tokyo, à Londres, New York, Amsterdam, et on est à Dijon, quoi. Je suis pas trop à m'imaginer ce qui peut bien se passer dans une boîte comme ça quand c'est terminé. Moi, pour moi, l'enfer, ça restera toujours l'enfer, quoi qu'il arrive, quoi qu'on y fasse, ça restera toujours l'enfer de Dijon. Jack boldly declared, let there be house, and house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is fresh. L'enfer, j'ai jamais voulu y aller, maintenant il va falloir m'en sortir. C'était Eric Rugg. Eric Rugg, à la fin du set, on a joué, il jouait dans un bel état d'ailleurs. Et c'était un grand moment drôle, tout le monde a rigolé, applaudi parce que bon, il était très comique, il a grimpé dessus, il savait pas s'il fallait un E à falloir ou pas. Et il va vraiment falloir en sortir, on a dû en sortir parce que dans un état terrible, Eric, pareil à lui-même, et drôle. A point in dance history de Mr. Mike, c'est vrai, un point dans l'histoire, ça c'est Mr. Mike le Suisse. C'est vrai, c'est un point dans l'histoire des clubs, l'enfer on peut le dire. Le début de la fin, ça c'est un peu triste, mais c'est vrai. Much respect, more love, un peu de promo pour le single de David Guetta, pareil à lui-même aussi, c'est drôle. God save l'enfer, l'enfer à jamais. Roussia c'est mignon, grâce à vous j'ai chaud, au cœur. Roussia un peu. Et puis, moi j'ai mis une phrase de Brian Eno et de David Byrne, Once in a lifetime, les Talking Heads, une fois dans une vie, ça arrive, ce genre de choses. À mon avis c'est une fois à Dijon, il n'y en aura pas deux, je crois. Nous voici à l'enfer, on vient tout juste de sortir de la rue Marceau, on a la place de la République qui est à proximité, à peu près 100 mètres de ce côté-là. La caisse qui est ici, donc l'accueil avec les portiers. Là, on a la montée d'escalier avec un petit historique des meilleures soirées de l'enfer qui s'est fait tout récemment. Il faut faire attention à la dernière marche parce qu'elle est un peu plus haute. On a M. Garnier quand il était tout jeune. Ça fait drôle d'ailleurs, il y a Antoine Clamaran hier qui me disait « je ne l'ai jamais vu comme ça ». Là, on est dans le couloir qui mène à la discothèque. Enfin, on est déjà dans la discothèque. Le vestiaire sur le côté gauche, avec encore 2 petites vitrines de magasins qui sont partenaires de l'enfer. On a le salon,
Là, pour les gens qui veulent s'installer, prendre une bouteille tranquillement, être un petit peu à l'écart du bruit et puis de la musique un peu trop forte. On a le petit bar qui est un bar à consonance gay entre nous, parce que les homos aiment bien se retrouver ici. Et puis le grand bar, donc là c'est toute la clientèle de l'enfer, tous les clients de bar en règle générale, tous les gens qui sont dans les bars ailleurs viennent ici pour finir la soirée. Là on a le dance floor, qui est quand même la chose primordiale de l'enfer. Donc il y a beaucoup de place quand même, on peut ici, quand ça va bien, mettre 300-400 personnes facilement. On a une scène où on a fait des concerts à une certaine époque. Et puis bon, le système son qui entoure en 4 points l'endroit. Et la cabine de disque jockey qui est tout au fond. On a fait le premier réveillon 69 ici. Avec, on était 4 associés, il en manque un ce soir, qui est Claude Delplanque. Hein. Mais les plus beaux sont là. Ça c'est la vieille garde. Et ma foi, ça fait toujours une petite émotion de voir une page qui se tourne après tant d'années. Hein. On n'était plus partie prenante, mais enfin, bon, on a des souvenirs. Et de vaillants souvenirs. C'était le plaisir, c'était de faire quelque chose de nouveau sur Dijon. Et puis en fait, ça a bien réussi parce qu'on a amené quelque chose pour les jeunes. Et c'est vrai que ça a bien marché. Ça a bien marché oui, pendant quelques années. À l'époque, on a fait une des plus grosses boîtes de la région, parce qu'il n'existait que des petits établissements. Nous, on pouvait accueillir 400 ou 500 personnes. Et on était un exemple, je crois, dans ce genre d'établissement. Et puis une nouvelle déco, un nouveau style, les années 68, 68-70, oui, mais enfin cool. On a fait venir Jeune Vincent et Vincelor quand même et on a fait très très fort avec un groupe qui était un groupe de Suédois à l'époque qui s'appelait Titanic. Et dès qu'on a dansé les Titanic, il y avait la queue dehors, il y avait un monde fou. Jim Vincent et Vincelor dans les grands rockers. Nouvelle donne. Ouais. Mais maintenant la relève est quand même bien assurée avec. Il y a eu un bon parcours parce qu'ils ont fait nettement mieux que nous avec Franck et Fred. Il y a eu une grosse image sur le plan national. L'enfer restera une image, un nom qui va perdurer. On a ouvert ici, je crois, en juillet 84. Et là, ça s'est appelé le Byblos. Le Byblos parce que ma mère rêvait les boîtes de Saint-Tropez. Donc, c'était un peu le nom mythique sur Saint-Trope, le Byblos. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, 84 jusqu'à 89, Byblos. Donc, 5 ans, je dirais, assez populaire dans l'esprit. Bon, il y a le Chic qui s'était monté en face en 85, donc pendant un an ça a été la grosse mode New Wave ici, 84-85. Et puis après on a monté le fameux Enfer dont il est important qu'on parle un peu plus parce que ça a fait un petit peu plus fort au niveau de la notoriété. Donc ça s'est ouvert en septembre 89. On a fait les 10 ans donc en septembre 99. Et puis, on est aujourd'hui en 2002, c'est la 13e année, celle qui porte malheur. Avec mon frère, on est allé se balader en Italie, à Rimini,
Et puis on a entendu un jour un son qui était différent. Et ce soir-là, donc c'était une soirée d'un grand photographe qui s'appelle Jean-Claude Lagrèze. Et il avait amené toute une tripotée de Parisiens, gogo dancers y compris, et 2 disc-jockeys, dont Guillaume la Tortue et Laurent Garnier. Et il se trouve que quand on écoutait le son et que ça nous a plu, c'était Laurent Garnier qui mixait. Et la grande chance que j'ai eue, c'est qu'à côté de moi, j'avais le rédacteur en chef d'un magazine de presse musicale parisien qui s'appelle Frédéric Messan, qui est très connu aujourd'hui, et qui me dit si t'aimes bien, le mec qui est derrière, je le connais et je peux te le brancher. Et donc de fil en aiguille, Laurent m'a rappelé au retour d'Italie. Laurent m'a rappelé, m'a dit Fred m'a parlé de ton club, machin et tout, il paraît que c'est assez stylé dans l'esprit, c'est pas un club populaire comme à l'époque, toutes les boîtes se ressemblaient, avec de la moquette, des lumistyles dans tous les sens. Donc il m'a dit, il n'y a pas de problème, on vient faire un petit test, on se fait une soirée. Donc il est venu pour la première fois en juin 90. Et puis en juin 90, les clients n'ont pas compris évidemment, hein, parce que c'était un nouveau son, c'était spécial. Il y avait un flyer, ça a été le premier flyer lancé. Pas grand monde a compris. Mais bon, Laurent, ça lui a plu. Il y avait beaucoup d'extérieurs qui ont réussi à donner la vie à l'endroit. Et puis les Dijonnais qui venaient ici, et puis c'était une alternative à la discothèque classique, ils se sont retrouvés dans un son qui était un peu différent. Et puis ils ont suivi. Ça a été dur, hein, ça a mis au moins, je dirais que la première soirée, le premier thème de soirée, donc sur presque un an, ça a été un thème avec beaucoup d'excentriques, un public particulièrement gay à l'époque. Et puis au deuxième, on avait déjà un petit peu plus de Dijonnais qui venaient regarder comme ça, voir ce qui se passe. Et puis petit à petit, c'est des gens qu'on a retrouvés au milieu de la piste 1, 2, 3 ans après. Et puis c'est eux qui ont fait l'ambiance. C'est superbe, finalement l'enfer, je vais le regretter. Je ne sais pas ce que je vais retrouver maintenant. J'espère que Fred et Franck ont trouvé autre chose. Parce que franchement c'était très bien. Et je suis pas un super connaisseur, mais la musique était fabuleuse. Ça fait un moment qu'on en entend parler épisodiquement sur vraiment des bookings de dingue à chaque fois. Et donc là, on est venu voir avant d'avoir raté le coche. C'est suffisamment rare en France d'avoir des sélections comme ça pour l'encourager. En France, tout a commencé ici quand même. Il a été résidence, un peu parti d'ici, quoi, hein. Les premières années, c'était la nouveauté, quoi, hein. Donc forcément, ça a innové pas mal. Donc bon lieu culte, quoi, forcément. Après, tous les DJ qui sont passés là, maintenant sont renommés internationales. Tonio, Stefanovic, Borgo. Il n'y a quand même eu que des grands, donc donc j'espère que je vais suivre leurs traces. Les gens qui tiennent les établissements, qui en font et qui leur donnent leur âme, le fait qu'il y ait eu Laurent Garnier au début, qu'il y ait eu Fred qui a l'oreille musicale qu'il a et qui a vraiment privilégié le son, la qualité, la découverte. Tous les gens comme Basement Jaxx sont venus ici pour la première fois quand ils sont venus en France, etc. Donc il y a eu un peu ça et ça s'est dit, le bruit, la notoriété, la qualité de cette boîte a circulé dans le monde entier. Même en Europe, c'est une boîte qui est très connue, mais en Belgique, je la connaissais. Tout le monde la connaît de réputation, même s'ils ne sont jamais venus. Parce que tous les grands, ils sont venus, de Carl Cox à Derrick May, à Garnier, à Paul Johnson, à Basement Jaxx, plein d'autres, tous styles confondus, autant en jungle qu'en dub, qu'en garage. Donc c'était très ouvert, ça a été très avant-gardiste et je pense que c'est ça qui a fait sur la longueur la réputation de l'endroit. Donc quand moi je suis venu jouer ici pour la première fois, ça devait être en 95.
connaissant la notoriété, la hauteur, le niveau de l'établissement, j'étais super heureux quand on m'a demandé d'y revenir une seconde fois. Et ça, je pense que les DJ viennent ici c'est plus un plaisir de savoir qu'on joue dans une boîte de cette qualité. Déjà, il y avait une éducation musicale, contrairement à certains endroits où j'ai pu jouer en Suisse. C'est-à-dire que les gens ont été éduqués par des gens éduqués entre guillemets, par des gens comme Tonio, par des gens comme Laurent Garnier, Stefanovic, enfin, que des excellents DJ. Et Fred a eu la bonne idée de leur ouvrir l'esprit dès le départ avec autant des DJ house que des DJ techno. Et donc cette éducation se ressentait sur le dance floor, on pouvait jouer des vieux morceaux qu'ils connaissaient, il y avait une ambiance particulière aussi, festive et agréable en même temps. C'était festif, en même temps c'était un public cultivé. Ce qui n'est pas forcément un corollaire qu'on peut retrouver souvent, quoi. Où c'est un public cultivé qui connaît la musique mais qui ne s'amuse pas forcément, ou c'est un public qui fait la fête sans trop savoir pourquoi et sur quoi il fait la fête. Donc c'était justement cette espèce de mélange qui m'a beaucoup plu. On peut dire qu'il était avant-gardiste quelque part. Avant-gardiste parce que maintenant les autres essaient de rattraper le train, mais il y a une histoire, il y a le début de l'histoire, et le début de l'histoire, ils l'ont pas forcément. En tous les cas, ils n'ont pas la bonne. Ça, c'est toutes les photos qu'on a installées, ça représente un petit peu l'évolution des soirées, un petit peu toutes les années passées ici, enfin toutes les grosses soirées. Donc on a mis les plus beaux fly et les plus grands artistes au niveau de la techno. Donc on peut voir New Age, Laurent Garnier, les premières soirées, le track, ça reste les meilleurs souvenirs, je dirais, de l'enfer, le départ. Ça a été vraiment les grosses soirées, ça a été la remise en question, je dirais, de l'enfer. Donc c'est pour ça qu'on les a mis, on a mis les fly en évidence. Pour moi, c'est les meilleurs souvenirs, ça, les souvenirs du départ, le départ de Tonio, Laurent Garnier, les premiers week-ends qu'il a fait, enfin les premiers vendredis de chaque mois qu'il a fait. Donc ça c'est vraiment, de toute façon on le voit sur les photos, là il était jeune, très jeune, ça c'est déjà 12 ans. La déco, alors il y en a eu plusieurs ici, sur 13 ans, là, enfin 13e année. En fait, on a été très minimaliste au départ, on avait des banquettes, c'était un peu classique, mais un tissu argenté, c'était tout gris, toute la tôle était grise, donc brute, et puis on avait mis les néons en bleu. Donc ça donnait un côté très dark, c'était très prison à l'époque, très prison. Et puis là, dans la montée d'escalier, là, on avait un couloir qui était en grillage, ça faisait très prison, quoi, en fait. C'est un peu ce que nous reprochaient les gens. Mais d'un autre côté, c'était très new-yorkais dans l'esprit, donc ça donnait vraiment du style à l'endroit. Si on avait fait une boîte classique, Garnier, ça lui aurait pas plu, il serait jamais venu. Enfin, il serait venu une fois, mais pas deux, quoi. Mais comme il a aimé l'endroit et puis que ça correspondait un petit peu à son optique, à sa vision des choses, c'était une boîte alternative, quoi. Ça n'avait rien à voir avec une boîte classique. Tout enfer, on va l'appeler l'enfer, c'est très con. Mais c'était bien parce que l'enfer est un mot qu'on peut utiliser pour des slogans. C'est un mot facile à manier, quoi. Donc voilà, on s'est appelé l'enfer. Puis comme on ne voulait pas l'écrire ENFER, parce qu'on s'est dit un jour il y en a un qui s'appellera l'enfer, à l'époque il n'y en avait pas, on l'a écrit, on a décrété que l'année 89 était l'année du fer. Donc on a dit en AN-FER.
Comme ça, on était sûr que ce nom-là soit jamais copié. Et d'ailleurs, on a eu raison parce qu'on s'est aperçu que plus tard, il y a eu l'Enfer à Paris, qui aujourd'hui est fermé, mais qui s'est monté genre 6-7 ans après nous. Et puis il y a eu l'Enfer à Metz, et puis il y a eu l'Enfer je ne sais plus où, donc tout écrit ENFER. Donc ça a donné une particularité à l'Enfer de Dijon. Un peu émouvant, c'est un peu triste de savoir qu'une partie de l'histoire d'un club comme celui-ci s'arrête définitivement. Donc déjà ça ne nous rajeunit pas, ça veut dire aussi que voilà, on passe peut-être à quelque chose d'autre, que les clubs qui représentent un peu et qui jouent ce genre de musique arrivent peut-être un peu au bout, ceux qui ont une longue histoire, un peu même comme le Rex à Paris, etc. Donc ici ça s'arrête, mais peut-être que c'est bien aussi à un moment. Je pense qu'il faut garder les choses aussi. Avec un bon souvenir. Je pense qu'il y a eu des super soirées à l'Enfer depuis le début. C'était un des premiers clubs en France à avoir joué ce genre de musique et à avoir apporté ça ici. Donc c'était cool pour nous en tout cas d'avoir été présents. Ça veut dire qu'on faisait un peu partie de la famille dijonnaise de l'Enfer. Et quand on nous a appelés en tout cas quand on m'a appelé pour la dernière, ça m'a vraiment touché, j'étais content. Les déceptions sur certaines soirées, ça a été des grands DJ où les gens ne répondent pas présents. Bon, ça peut parce que nous, on est dans notre truc, on est dans la vie électronique, on est dans les magazines électroniques, donc on est toujours à la pointe, on est au courant de qui a fait quoi par le passé. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus trop friands de ce qui s'est fait, ça les intéresse plus. C'est peut-être eux qui ont raison, hein. Mais nous on allait chercher les choses à la source. Et c'est vrai que quand on fait Rowan Atkins par exemple, qui est quand même une grande star, s'il n'y avait pas eu Rowan Atkins, il n'y aurait peut-être pas eu de techno. On l'a fait ici, on n'a rien fait, rien fait, on a fait 350 personnes, ce qui est quand même assez triste par rapport au statut de cette personne-là. Les gens disaient fallait pas dire qu'on va à l'Enfer parce que c'était un peu caché. Mais maintenant c'est le contraire quoi. Même ceux qui y vont pas, ils se vendent de venir à l'Enfer quoi. Donc voilà, ça me fait doucement rire quoi. Moi ce que j'aime pas c'est la clientèle genre qui vient jamais ici et sous prétexte qu'il y a Laurent Garnier, ils viennent quoi. Qui mettent jamais les pieds ici, qui goûtent jamais de techno. Voilà, c'est cette clientèle que j'aime pas quoi. Ouais. Mais les autres qui viennent vraiment pour la musique et pour le respect pour les DJ.
ça évolue au niveau de la musique électronique qui a été acceptée de plus en plus facilement après toutes ces années. Au niveau de la société, quoi, c'est plus ouvert, hein, disons. Donc au départ, c'était très underground, justement. Tandis que maintenant, c'est ouvert à tout public. Ouais, c'est vrai, moi ça m'a fait, honnêtement ça m'a fait beaucoup de peine, même si c'est pas un endroit que moi j'ai fréquenté, mais disons que ça faisait partie un peu des établissements qui faisaient la réputation du clubbing en France et je trouve ça toujours vachement courageux de la part des patrons dans des clubs de province où c'est plus difficile de s'être battu comme ça pour imposer un son de qualité et je respecte ça, c'est pour ça que j'étais content de venir pour cette dernière semaine. Je préfère jouer à l'Enfer qu'au Rex ou dans des clubs parisiens, franchement. En tout cas, j'ai préféré jouer ici qu'à Paris. À Paris, il y a une forme de snobisme latent qui est omniprésente et qui est franchement fatigante à la longue, par des gens qui ne connaissent pas forcément plus la musique qu'ici. Au contraire, je pense qu'ici, il y a une très très bonne éducation musicale, comme je disais tout à l'heure. Et je pense qu'il n'y a rien à envier à Paris, au contraire. Quand on a déjà Laurent Garnier comme résident, qui est quand même un des DJ les plus connus au monde, parce que c'est un des meilleurs, il faut le dire, pour une fois qu'il est français, il faut le dire. On a eu toute une... Laurent au départ m'a amené des DJ, donc des grands DJ, il m'a amené Derrick May, il m'a amené Jeff Mills, il m'a amené Colin Dell, il m'a amené les grands DJ de l'époque. Ces gens-là, finalement, ils m'ont amené d'autres personnes. C'est un peu comme une famille, la techno. Donc, c'est une famille qui s'est agrandie et puis on en a fait partie. Et forcément, on a eu tous les meilleurs, forcément. Derrière cette table de mixage et ces manettes sont passés pas mal de DJ. Parmi les meilleurs, il en manque quelques-uns quand même de très très cotés qui ne sont jamais venus, mais c'est pas trop de ma faute, c'est plus de la faute des bookers qui n'ont pas réussi à nous trouver des bonnes dates. Donc je pense particulièrement à Carl Cox quand je dis ça, parce que j'avais la possibilité de le faire, mais c'était un dimanche soir à la sortie d'un grand week-end, donc c'était pas intéressant. Par contre, on a eu évidemment Garnier comme résident pendant 4 ans, il y a peu de clubs qui peuvent se vanter de l'avoir eu pendant 4 ans. Mis à part le Rex. On a eu, comme ça, de tête, DJ Pierre, Kevin Sanderson, Derrick May, Rowan Atkins, Marshall Jefferson, Colin Dell, Richie Houghton, il y en a au moins 300-400 je suis sûr, donc
j'ai des peines à me rappeler de tout le monde. Par contre, quand je vais dans la montée d'escalier avec tout l'historique, ça me revient un petit peu plus. Il y a eu Kerry Chandler, il y a eu Joe Clossel, des Américains, des Italiens, des Anglais, des Espagnols. Il y a eu tout, des Tchèques, des Suisses évidemment. Il y a même eu des Portugais. Donc on a fait, à mon avis, le tour de l'Europe au niveau des DJ. Et c'est aussi ça qui a contribué au fait que l'Enfer soit connu partout. Il y a plein de jeunes qui venaient ici, qui étaient clients au départ. Et puis les DJ les ont fait rêver et puis ils ont aspiré à devenir les stars qui étaient les DJ qu'on recevait. Donc on a eu plein de... Enfin le premier, hein, ça a été Tonio évidemment, puisque lui était light jockey à l'époque où Laurent mixait ici. Donc Tonio était en light, il regardait toujours le travail de Laurent à côté, et puis il prenait une claque, et puis il s'est dit je vais pas faire light jockey toute ma vie, ce qui est un peu logique, hein, parce que light jockey c'est bien, mais bon, je veux dire, quand on voit le DJ, c'est quand même sur lui que se concentrent tous les regards et toutes les énergies. Donc il a aspiré à devenir DJ jockey, et aujourd'hui c'est devenu un DJ jockey connu sur toute la place national, voire international, puisqu'il déborde pas mal en Europe et il a fait son petit trou partout et particulièrement dans le nord-est de l'Europe. On va dire que là tu as 6 bacs à disques qui représentent un petit peu on va dire ces 10 années de musique électronique de l'Enfer, quoi. Spécialement de l'Enfer, c'est vraiment il y a des histoires. Ouais, voilà, quoi. C'est beaucoup de souvenirs. Moi je sais que ça fait une semaine que je suis dans la sélection, là je suis en train de la finir. Et bon, j'ai quasiment écouté tous les disques un par un. Et ouais, ça fait des frissons, quoi, parce que bon, à chaque fois qu'on met un disque, on pense à des choses qui se sont passées. Et pour moi, c'est un trésor inestimable, voilà. Je sais pas, je me vois mal faire une story dans un autre endroit, sur Dijon. Tu vois, bon, si je le faisais ici, c'est parce que bon, il y a une âme, moi j'ai vécu des choses, quoi, et je pense que les gens qui viennent à ces soirées entre guillemets story, ça leur rappelle énormément de choses aussi, quoi. Et bon là, en plus ce soir particulièrement, bon, vu que c'est la fermeture et que c'est vraiment la dernière soirée, je sais pas, ouais, ça, je pense que c'est la dernière pour moi aussi, quoi. Et d'une, parce que j'en ai marre de les disques, à chaque fois je mets plus d'une semaine, il y a un moment je fais coup. Mais ouais, voilà, quoi. Ouais, je pense que ça sera la dernière. Je pense que tout le monde connaît Rox the Beat. Ça doit être Kevin Sanderson, exact. Ouais, un peu le début de cette musique. Un des grands classiques de l'Enfer, par exemple. On peut dire même c'est une hymne à l'Enfer. C'est un Just Mousse qui est de, on va dire, je pense de 86, 87 ou 88. Hein. Bah voilà, quoi, c'est un des grands classiques de l'Enfer. Just Mousse, sorti sur la Promised Land. Là on va arriver sur de la trance, bon, avec des grands classiques aussi, Orbital. Voilà, il y a vraiment, bon ça c'est vraiment les trucs, c'est belge mais c'est vraiment un très grand classique. Je sais même plus qui l'a fait, c'est Frank De Wolf. Voilà, un des grandes résistances, World to World, qui a été un de mes classiques à moi. Bon, il y a, voilà, c'est toute la grosse époque trance, là c'est pareil, c'est encore la trance. Avec, allez, on va en prendre un au hasard. Ça c'était vraiment quelque chose de grand. Je pense que bon, il n'y a pas de titre. C'est allemand. Et c'est, si je me souviens, parce que je me souviens plus trop des noms non plus, quoi. Je me souviens plus du disque.
C'est Drac, voilà, c'est Drac 2. C'est un tube, quoi. Ça a été un tube pendant des années à l'enfer quand c'était ma résidence. Il y a plus d'un Dijonais qui deviendrait fou sur ce bac. Là, il y a du Scanix par exemple, ou de Scanix qui a été un tube à l'enfer aussi, les Def Clark, les Red 1, Red 2, Red 3, Daft Punk, qui est quand même, c'était un groupe underground avant de devenir sur une major, mais que je respecte énormément. Je vais essayer de faire une symbiose de toute cette musique pour essayer de faire une bonne soirée qui restera peut-être inoubliable, j'espère, dans les mémoires des gens. Ça représente énormément de choses, ça représente toute ma carrière en gros, quoi. C'est ma maison aussi, quoi. Je veux dire, j'ai un lourd passé ici qui est important et où j'en suis fier, quoi. C'est un truc où j'ai énormément bossé, j'ai énormément travaillé et j'y ai cru et aujourd'hui grâce à l'enfer, je fais quand même partie de la crème des DJ français en techno et je m'exporte énormément à l'étranger, tout ça je le dois quand même à l'enfer, quoi. Et ça, même si j'ai donné énormément de travail de moi-même, je remercierai jamais assez l'enfer, surtout Fred qui a un peu cru en moi, même si j'étais un mangiste au début, et à force de travail et d'en vouloir, voilà. So I just want to say, representing all the growers, the great Burgundy wines, this is the end of an era. La fin d'une époque. Mais j'espère que la Bourgogne saura s'en remettre. Moi j'arrive à 21h, temps de préparer et on sort d'ici en général 7h30, au lever du soleil. Et là ça a été la folie au bar, ça se voit sur ma tête je pense. Je suis un peu fatigué, un peu cuit. Qu'il reste plus beaucoup de temps, donc ce serait bien d'en profiter quand même, un dernier moment, quoi. Je pense que c'est ça. Et ce soir c'était flagrant parce que si on avait fait ça tous les vendredis, on n'arrêterait pas. Moi je suis toujours pas en larmes, comme vous pouvez le remarquer, et ça viendra peut-être après, mais je crois pas. Je crois pas parce que je suis pas matérialiste puis très fataliste, donc ça devrait très bien se passer. Je pense que c'est plus les gens qui me mettent le cafard. Les gens, ils sont tous là. Quand ils viennent me parler, on a l'impression que j'ai perdu mes parents, quoi. Donc, dans un accident de voiture, le truc grave, quoi.
Et c'est un peu bizarre, quoi. C'est vrai qu'en pleine soirée, ils viennent te voir et disent « Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Ça arrête, pourquoi ?» Ils sont limite la larme à l'œil, ça fait bizarre. C'est dommage que ça ferme, premièrement. C'est sûr que bon, tout ce qui est passé ici, c'est un peu un lieu culte, donc bon, forcément, ça peut pas faire plaisir que ça ferme, mais bon, content aussi de clôturer la chose, quoi. Je crois que c'est la belle aventure, quoi, qui va se terminer, mais bon, on en a bien profité, je pense aussi. L'enfer a généré tout un business parallèle, et pas qu'un business, aussi une passion parallèle, où on a eu des before qui se sont faits, des afters qui se sont faits. On était au départ de tout ça. Il y avait des before qui se faisaient dans tous les bars à Dijon, il y avait des endroits, tout le public suivait, on savait que le before était là. Il y avait la soirée à l'enfer, c'est vrai qu'il fermait très tôt à l'enfer, au départ, puisqu'on fermait à l'enfer en 90, on devait fermer à 4h du matin, et avant c'était pire, on fermait à 3h. Après on s'est déplacé, on a eu 4h le week-end, donc on faisait nos soirées jusqu'à 4h. Il y avait des afters de fait à droite à gauche, il y avait des salles de louer avec la continuité de tout ça. Après on a eu 5h du matin. Mais c'est vrai qu'avant d'avoir 5h du matin, qui est une heure pas trop mal, même si derrière un petit after c'est pas mal, on a souvent abusé ici, et particulièrement au tout début avec Laurent. Quand on a démarré les premières soirées, il nous est souvent arrivé de faire la fête jusqu'à 8-9 heures, et puis même de voir la police débarquer, quoi. Ça nous est arrivé. Parce qu'on ne voulait pas que ça s'arrête, puis d'ailleurs personne ne voulait que ça s'arrête, et puis moi je pouvais pas dire aux gens, bon ben on arrête, c'est fini, on va à l'after. Les gens voulaient que Laurent continue, et puis que ça se passe jusqu'à 8, 9, 10 heures. Je crois qu'on a fait jusqu'à 10 heures déjà. C'est les plans de dernière minute, c'est ce qu'il y a de plus rigolo. Mes 6 ans de résidence, ça a été énorme, quoi. Je crois que ça restera certainement le plus beau moment de ma vie, quoi, de DJ. Ça fait plus de 15 ans que je mixe, et ces 6 ans passés ici, ça a été énorme. Énorme.
c'est vrai que ça va être quand même une grande émotion. Ça va être, on tourne la page, on ferme le livre, et c'est vrai que bon, c'est évident que par rapport à tout ce que j'ai vécu et par rapport à tout ce que j'ai fait, le temps passé à refaire et à faire des tas de choses pour que la boîte soit là, que tout tienne le coup, les réparations, la patience, les moments difficiles, les bons moments. C'est sûr que bon, c'est évident que dimanche, je pense que pour moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que ça me fera quelque chose, mais ça je le garderai pour moi. Il y a 2 mois, quand on a appris la fermeture de l'Enfer, si tu veux, j'ai vécu ces 2 mois sans trop y penser, et le fait d'avoir eu les flyers entre les mains et d'avoir lu les remerciements et tout ça, en fin de compte, c'est là que tu vois, je commence à percuter que dans quelques jours c'est terminé, quoi. Pas trop rendu compte cette semaine, mais c'est vrai que ce soir on se rend compte que c'est la fin et tous les gens nous le rappellent, quoi. Surtout il y a quelques personnes qui ont mis des t-shirts l'enfer, merci, et ça m'a fait plaisir. Parce que, bon, il y a 5 personnes, hein, c'est déjà pas mal, mais bon, il y a beaucoup de gens quand même qui me remercient par rapport à tout ce qu'on a fait, enfin qui nous remercient en fait. Merci l'enfer pour ces 13 années de folie, de fête, super. Depuis 12 ans, les 2 dernières tracks, toutes les wake-up, les soirées Joy, une déco pour Tonio, plein de choses. Depuis 2 ans, Drag Queen, les soirées Burning. Le bonheur, le bonheur. C'est quand même assez émouvant parce que c'est le premier gig que j'ai eu à l'étranger et forcément j'ai une attache particulière avec le public dijonnais et c'est vrai que ça a beaucoup manqué parce que c'est vrai que c'est le club que j'ai préféré en dehors de la Suisse en tout cas. On a vu dans certaines villes des clubs qui fermaient, qui étaient les uniques clubs dédiés à la musique électronique. Et avec ces fermetures venait la mort de la scène locale. Mais je pense que le public dijonnais est assez passionné et va trouver un autre endroit pour s'amuser et pour cultiver la musique électronique. Je pense que c'est la France entière qui perd un endroit culte et je pense que ça risque de faire du tort à la culture électronique de perdre un endroit comme ça qui a offert au public français avant tout le monde, même avant certaines boîtes à Paris, l'opportunité d'écouter des DJ étrangers
de classe internationale et souvent vraiment initiateur de nouveaux genres musicaux. C'est dans quelques années de dire ouais, j'y étais quoi, tu vois. Mais de mettre le dernier disque, ouais, je pense que sur le moment tu te rends pas trop compte quoi, tu vois. Bon ben voilà, je pense que déjà ça va finir très tard, j'espère que les gens vont répondre présent et je pense que sur le coup, ouais, un petit pincement au cœur, mais je pense que tu prends pas l'ampleur du truc au début, que c'est dans quelques temps où tu vas dire ah ouais quand même, ça fait un vide je pense. L'enfer, il est et il restera qu'au 8 rue Marceau, c'est tout, quoi. Il n'y aura jamais un autre enfer, ça c'est pas possible. Ces murs-là sont mythiques, hein. Même s'ils tombent un peu, ils sont mythiques quand même, quoi. À mon avis, il y aura toujours une atmosphère dans les bureaux pour les personnes qui vont travailler là. Je pense qu'à mon avis, vu tout ce qui s'est passé dans l'établissement, je pense que oui, il va y avoir des revenants. Au moins des bruits, des craquements, des pas, peut-être pourquoi pas un peu de musique en fond, dans les plafonds. À mon avis, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Next time, you'll think about it. Work that motherfucker. Work that motherfucker. Work that motherfucker. Don't you hold it, don't you hold it, don't
racial hatred, and let's learn to share. Excuse me, Charles? My name is on the list. What list? The DJ's list.